Bonjour à tous et bienvenue dans Point de vue. Notre décor aujourd'hui, Megève et ses montagnes enneigées et tout au fond, la chaîne des Aravis. Nous allons parler aujourd'hui de mode avec deux entreprises, deux sociétés. Tout d'abord, la marque de vêtements Picture qui a tout juste une dizaine d'années et qui est véritablement tournée vers l'environnement. Et puis autre marque, une marque historique des Alpes, née en 1952, c'est Fusalp et qui a été relancée en 2014. Fusalp qui connaît une véritable success story. Découvrons ensemble dans Point de vue ces deux entreprises. Face aux gros mastodontes, aux grandes marques du textile, il y a encore de la place pour les créateurs. Si vous en doutez, eh bien ils l'ont fait, ils se sont lancés dans l'aventure en 2008. Il s'agit de la marque Picture Organic Clothing. Nous recevons l'un des trois créateurs de cette marque, Julien Durand. Bonjour. Bonjour. Merci de participer à notre émission Point de vue. Alors effectivement, comment est partie cette idée un peu folle de se lancer dans la création d'une nouvelle marque de textile en 2008? Picture, c'est avant tout une histoire de potes qu'on a créée avec mes deux meilleurs copains, Vincent et Jérémy. Ouais. En fait, c'est parti de notre passion commune du snowboard et du skate, où depuis toujours, c'est ce qui nous a regroupés. À 12 ans, quand on s'est rencontrés avec Jérémy, c'est parce qu'il portait un sac à dos Burton qu'on a commencé à discuter. Et donc du coup, on a grandi dans cet environnement des marques et des marques communautaires notamment. Pourquoi ne pas avoir créé du matériel plutôt que des vêtements? Vu que vous étiez aussi passionné de ski et de snowboard. Depuis toujours, on a été des grands fans des marques comme Burton, Volcom, toutes ces marques un petit peu d'action sport snowboard. Et puis malgré tout, on avait un respect assez important pour Patagonia. Mais Patagonia à l'époque, c'était un petit peu la marque de nos parents plus que notre propre marque. Mais toute cette démarche environnementale, éco-friendly, l'investissement à la fois sociétal, c'est quelque chose qui nous a toujours touché, qu'on a toujours admiré. Et on s'est dit, mais il n'y a rien à la croisée des chemins entre quelque chose aussi cool qu'une marque comme Burton et quelque chose d'aussi investi qu'une marque comme Patagonia. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de créer une marque vraiment engagée pour créer un espèce de nouveau marché qu'on appellerait l'action sport mixé à l'outdoor, qui est l'action outdoor. Du coup, dans la suite et dans la veine de tout ça, vous avez démarré en Auvergne et après vous êtes repositionné du côté d'Annecy. L'histoire annécienne, elle est plutôt personnelle parce que si on s'est délocalisé à Annecy, c'est que j'ai rencontré ma femme à Annecy et que du coup je suis venu la rejoindre. Et on a un pacte d'associés depuis la création de la marque qui vient de Vincent qui nous a dit les gars, moi je me lance avec vous, mais par contre, moi je suis pur sang clermontois et jamais je ne quitterai Clermont-Ferrand. Donc vous irez où vous voudrez les Globetrotters, mais moi ce sera à Clermont-Ferrand que le siège social restera. Si vous êtes OK avec ça, on se lance dans l'aventure. Donc le siège est toujours à Clermont-Ferrand. Nous on s'est délocalisé au départ pour une femme. Et puis bon bah maintenant au niveau business c'est super important d'être ici parce que c'est le cœur de l'Outdoor Sports Valley. Et c'est là où vraiment tout se passe et c'est le centre névralgique un petit peu à la fois de la création, du design, de l'aspect commercial. C'est une zone géographique vachement intéressante. Picture, donc à cheval sur deux massifs, le massif central et les Alpes. Et alors comment vous êtes venu à faire des vêtements respectueux de l'environnement? J'ai envie de dire, comment on fabrique des vêtements respectueux de l'environnement? C'est ça le défi derrière. Alors la démarche, elle vient avant tout de Jérémy. Donc dans le trio, Jérémy, c'est le créatif, c'est lui qui dessine les vêtements. Et quand on a eu le projet de lancer la marque, lui, son discours, ça a été soit on fait une gamme 100% organique, recyclée, c'était plutôt une vision, soit sinon vous ne me comptez pas dans l'aventure. Donc on avait Vincent qui voulait rester à Clermont-Ferrand et Jérémy qui avait une vision de vêtements écologiques. Et donc suite à ça, on est parti sur ce concept. Et là, on est parti à la recherche des certifications qui existaient. On est parti un petit peu à l'assaut des manufactureurs. Donc on a pris nos billets d'avion, on est parti en Turquie, on est parti en Asie. Et là, on a commencé à rencontrer toutes ces entreprises et producteurs qui étaient affiliés au label de qualité, qui garantissaient des vêtements recyclés et autres. Et on a fait notre petit bonhomme de chemin. Et également, le deuxième aspect de ça, c'est une personne qui s'appelle Georges Pesset de Jonathan & Fletcher, qui a été un vrai mentor pour nous parce que sur l'aspect industriel, il nous a vraiment pris sous son aile. Il nous a vraiment appris qu'est-ce que c'était qu'un vêtement technique, qu'un vêtement soudé, que de la découpe laser, que de l'industrialisation. Tout se joue dans la fibre pour avoir un vêtement respectueux de l'environnement. C'est la base du process. Alors oui, au niveau du vêtement, la matière première, plus que la fibre, puisque la fibre est extraite d'une matière première, c'est là où le challenge se positionne. Donc nous, on s'est positionné sur deux types de matériaux, soit les vêtements lifestyle qui sont des vêtements en coton, où là c'est du coton biologique, certifié GOTS, Global Organic Textile Standard, soit on part d'une fibre recyclée, donc là la certification s'appelle Green Mark, et là la fibre recyclée, donc on recycle des bouteilles de plastique, et de ces bouteilles de plastique, on va extraire une fibre, et cette fibre est à l'identique
celle de la matière issue du pétrole. Mais aujourd'hui, on peut faire du recyclé sans utiliser de pétrole en utilisant que du déchet. La qualité reste la même. La qualité reste la même, c'est le même polymère. L'importance du design aussi, du coup, quand on lance une nouvelle marque, il faut avoir son design à soi. Alors ça a été la valeur ajoutée de Picture dès le départ. Jérémy, qui a un background d'architecte et pas de design fashion, il est arrivé avec un coup de crayon qui était basé sur des formes asymétriques, sur des formes géométriques. Donc on a un espèce de picture design qui est assez atypique, que beaucoup de gens en station reconnaissent, avec ses color blocks. C'est ce qui nous a fait connaître, c'est ce qui a fait notre identité de marque pendant quelques années. Aujourd'hui, on a conservé cette petite touch et ensuite on s'est dérivé sur une gamme qui s'appelle Expédition, qui est une gamme un petit peu plus soft. On va garder la symétrie mais plutôt sur un côté sobre et technique. Donc là, on va travailler plutôt sur des zips asymétriques, des choses comme ça qui permettent de conserver l'ADN Picture avec un vêtement un petit peu différent. Mais en tout cas, l'aspect design a été une des pierres angulaires du succès de la marque. Le logo et le nom, ça veut dire quelque chose de particulier? Ça a une référence à quelque chose? Alors le nom, c'est une référence à une vidéo de snowboard qu'on a poncée, comme on dit, quand on était ado, qui s'appelait Picture This. C'est une des premières vidéos, à l'époque il n'y avait pas de GoPro et qui était filmée en travelling et en suivi. Et donc il y avait vraiment un côté innovant dans cette vidéo. Et quand on faisait le brainstorming, on a brainstormé au moins un mois. Et on n'arrivait jamais, la marque a failli s'appeler Tomate Snowboard, IF en référence à l'arbre. Et du coup, vous êtes tombé sur Picture. Et donc Picture, on l'a vu dans nos listes de DVD, Picture, on l'a écrit dans la liste, ça nous a tous parlé. Avec le mot Picture, ce qui était intéressant, c'est que c'était déjà un nom en 2 syllabes. Anglophone, facilement retenable, et surtout, ça faisait référence à tout ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on est dans un monde de réseaux sociaux, d'images de soi-même, etc. Le mot Picture est un mot super moderne. On peut travailler l'image de la nouveauté, l'image d'un nouveau monde. L'image, c'est ce qui finalement aujourd'hui drive un petit peu notre vie du quotidien. Et donc le nom était très actuel. Justement, cette question de l'image, vous êtes véritablement investi dans la production de films. Vous soutenez carrément ça. C'est une des caractéristiques de cette marque Picture. Donc là, on s'est lancé il y a maintenant 3 ans dans l'autoproduction de films. Donc là, on est en association avec Almo Film qui gère la partie prod. Nous, on est le directive executor. Et finalement, ensemble, on a une association qui fonctionne super bien. Et on veut travailler les films sur un angle différent. Les films aujourd'hui, c'était essentiellement des films d'action avec des grandes phases de freeride, des gens en snowpark qui font des tricks phénoménaux. Puis ce côté sport-spectacle, on en avait un petit peu marre. On en a eu à toutes les sauces depuis 15 ans. Et on voulait vraiment, nous, raconter les aventures et les épopées humaines. Donc on n'était pas à la recherche du niveau et de la performance maximum, on était à la recherche de l'aventure humaine, l'expérience humaine, où tout le monde pourra se reconnaître dedans et pourra essayer d'aller faire ça. Il y a 2 ans, on a fait le film Ingora. C'était tout un voyage dans les Balkans, dans l'Europe, dans l'ex-Yougoslavie, la Macédoine et autres, à la découverte un petit peu de ces montagnes, de ces cultures. Et puis cette année, c'était une expédition au Pakistan. Oui, alors c'est à la base un snowboarder Thomas Delfino et un skieur Léo Taillefer qui sont à l'initiative du projet. Et ils sont partis 160 km en autonomie à 6000 mètres d'altitude pour rider une face, la Bia Serracci, qui est une face assez mythique, qui a été skiée qu'une seule fois et qui sera peut-être pas reskiée maintenant parce que c'est une face de glace à la base. Donc ça, c'était une vraie aventure puisque c'est des athlètes qui à la base ne sont pas des montagnards, ne sont pas des alpinistes. Et donc du coup, c'était montrer qu'on peut vivre une aventure en montagne, en haute altitude, malgré tout. Alors il faut préciser qu'ils sont encadrés par 2 grands alpinistes français, Yannick Graziani et Elias Milleriou. C'est vraiment 2 grands alpinistes français. Hein. Étant novice de la haute montagne, ils ne seraient jamais partis autrement. Et ce qu'ils ont voulu faire transpirer dans ce film, et qui pour le coup a eu vraiment une résonance chez toutes les personnes qui l'ont visionné, c'était le côté humble face à la montagne. Quand on voit Thomas qui renonce à faire la face parce qu'il sent que ça va craquer, il sent que c'est la limite, qu'il s'est imposé lui-même pour cette expédition et il dit « moi je ne suis pas venu pour mourir, je suis venu pour vivre une aventure humaine ». On va dire que toutes ces renonciations face à la nature, cette humilité face à la montagne, c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui on a des athlètes qui montrent la marche à tout le monde. On est vraiment sur le côté, vous êtes monsieur tout le monde, faites comme nous, suivez-nous. Et gardez-en sous le pied, profitez, prenez du plaisir et vous n'êtes pas venu pour mourir et vous êtes venu pour vivre une aventure avec vos amis. Et c'est cet aspect social, communautaire qui est presque plus important que la face elle-même. Julien Durand, on sent bien quand vous parlez de ces films qu'effectivement vous êtes
plus qu'un fabricant de vêtements et de textiles, vous êtes aussi passionné de ces films. C'est vraiment une démarche marketing un peu différente par rapport à d'autres marques. C'est un petit peu la patte picture d'être dans la production audiovisuelle et votre manière de vous démarquer des autres enseignes. Oui, et puis avant tout, on se reconnaît dans la marque, on est nous-mêmes pratiquants et on a créé cette marque pour qu'elle nous ressemble. Et le fait de s'investir avec nos athlètes et via nos athlètes dans des films, on ne voulait pas s'investir dans quelque chose qui ne nous ressemble pas et qui est quelque chose qu'on n'aimerait pas partager nous-mêmes. Donc finalement, c'est un petit peu notre sang et notre ADN qu'on met dans ces films. Et on les fait avec cœur. Et l'équipe qui s'en occupe, notamment Pierre Dubuis, qui est la personne chez nous qui réalise tous les storyboards et qui mène un petit peu toutes les démarches en amont. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans notre veine et qui est très très investi par rapport à ce storytelling, par rapport à véhiculer aussi des messages de marque éco, respectueux. Et le fait de voyager différemment, c'est aussi le fait de véhiculer une démarche entrepreneuriale, d'entreprise, mais c'est aussi de véhiculer une passion et une nouvelle manière de pratiquer la montagne. On revient à Picture. Ça a démarré en 2008 en Auvergne. Aujourd'hui, 10 ans après, c'est un véritable carton. Quel est le moment où finalement tout a basculé et vous êtes parti vers ce grand succès? Est-ce qu'il y a un moment fort ou finalement non, ça s'est construit un peu plus chaque année? En fait, il n'y a pas de moment fort. Tout s'est construit étape par étape. Et je pense que tout ce qui boom dans l'industrie vit des grosses chutes par derrière. Et aujourd'hui, on a nous essayé d'amener d'abord les fondations, puis les premières briques, puis maintenant on est en train de construire le toit. De toute façon, c'est une aventure qui n'est jamais finie parce qu'on est tout le temps en perpétuelle reconstruction. Puis le textile qui est un peu lié à la mode, c'est aussi savoir se renouveler, savoir se reconstruire tous les ans et savoir aussi véhiculer une image de marque qui est en phase avec son temps. On voit l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir, que les influenceurs des réseaux sociaux peuvent avoir sur les consommateurs. C'est aussi savoir vivre avec ces gens-là, savoir travailler avec eux. Et donc, c'est aussi des nouvelles méthodes de communication qui se mettent en place. Donc, savoir se remettre en question et se réadapter perpétuellement, je pense que c'est une des clés du succès. Même si ça fait 10 ans, il ne faut pas oublier que l'iPhone n'a que 10 ans et qu'il a révolutionné les mœurs planétaires. Il n'y a pas un magasin en particulier qui a pris vos premiers vêtements et qui a réussi à les vendre, qui s'est dit ça va marcher. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment une construction lente et progressive. Les premiers magasins qui ont pris nos vêtements, c'est des magasins qui ont cru en la marque, mais ils ont commencé avec une petite dizaine de pièces, puis l'année d'après une quinzaine, puis l'année d'après une vingtaine. Donc on a construit étape par étape. De manière internationale, c'est aussi une des clés du succès, c'est le succès à l'export, puisque maintenant on a quasiment 80% de notre chiffre d'affaires qui est fait en dehors de la France. Et c'est pareil, on a essayé de mettre les petites graines, faire pousser. Maintenant, on parle d'un succès croissant et exponentiel. C'est aussi parce que toutes ces graines grandissent en même temps dans le monde entier. Revenons sur l'environnement. Vous avez tenté de sortir une première veste finalement qui est presque biodégradable. En 3 ans, enfouie dans la terre, elle était a priori biodégradable. Ça, c'est quelque chose qui marche réellement? Alors oui, c'est une société belge qui a déposé un brevet qui s'appelle Amnisol. C'est une fibre synthétique qui a la propriété de se biodégrader en 3 ans. Donc il faut l'enterrer, donc c'est dans un environnement sans oxygène avec des microbactéries. Donc le sol d'une forêt est parfaitement adapté. Et donc à partir du moment où le produit est enterré, en 3 ans, il se désagrège. Et donc aujourd'hui, on voulait répondre à toute cette problématique de fin de vie de produit. Et on a décidé cette année de se lancer plutôt dans le biosourcing. Donc on a fait un test, il n'est pas concluant à nos yeux, donc on est passé à l'étape d'après. Et donc le biosourcing, c'est sourcer des fibres synthétiques à partir de matériaux organiques. Et donc à partir de ça, on crée un polymère, et ce polymère va permettre de générer une fibre identique à celle du polyester. Et la volonté de la marque, c'est vraiment de sortir à moyen terme des énergies fossiles, de sortir de cette dépendance au pétrole. Si nous, on est capable de sortir des énergies fossiles pétrolées qui représentent 95% du composant de nos vêtements, aujourd'hui, on a fait un grand pas dans la lutte contre le changement climatique. Mais ça veut dire que cette idée de veste biodégradable, vous l'avez mis de côté et un petit peu abandonnée. Vous partez sur une autre piste, vous êtes toujours en espèce de recherche et de développement. Alors vous avez votre propre recherche et développement ou alors vous êtes à l'affût de tout ce qui se passe dans le milieu du textile? Alors nous, on a des personnes qui s'occupent de la R&D chez nous, mais qui vont challenger les industriels, puisqu'on parle d'investissement à chaque fois de 2-3 millions d'euros, voire plus. Et donc du coup, on est lié à des industriels. Aujourd'hui, nous, on est porteurs d'idées, on amène aussi des besoins et ces industriels aujourd'hui vont travailler sur des développements pour nous. Eux vont pouvoir aussi le vendre à d'autres et faire du business. Donc c'est vraiment du win-win et un partenariat avec les grosses machines finalement Indus qui nous permettent, nous, d'innover et d'avoir aussi des exclusivités marché. On parle un peu d'argent, simplement. Produire écologique, c'est forcément vendre plus cher. Nous, notre positionnement de marque est complètement différent parce que oui, ça vaut plus cher.
on compte entre 10 et 20% d'augmentation de prix d'achat. Donc on s'est dit, quel est notre benchmark? Une veste qu'une marque comme Burton ou North Face va vendre 300 euros. Il faut que nous, pour le même niveau de qualité et d'équipement, on soit à 300 euros. Et qu'on le garantisse en bio, en éco, et que derrière, le consommateur s'y retrouve. Et à valeur égale, on fera la différence. Aujourd'hui, il y a des gros investissements marketing avec des teams d'athlètes phénoménaux chez ces marques. Nous, aujourd'hui, on va essayer de travailler plutôt sur un côté family, avec des icônes, avec des aventures humaines. Donc nos athlètes, ce n'est pas les plus grands champions du monde. Du coup, ça nous permet d'économiser des budgets là-dessus. Et ces budgets, c'est ce que nous, on donne à la valeur intrinsèque du produit. Donc on travaille avec moins de marge et on répartit derrière les investissements différemment. Le principe, pour terminer, effectivement, ça serait zéro déchet pour les générations futures. C'est un peu votre leitmotiv? Ouais, le zéro déchet. Et si on est capable d'amener un cycle de vie complet, ce qu'ils appellent le cradle to cradle, c'est savoir aujourd'hui partir d'un matériau biosourcé ou recyclé et être capable de le recycler en fin de vie et de faire en sorte qu'on est sur un cercle vertueux, ce serait la démarche et on va dire le but ultime de la marque. C'est Julien Durand, merci à vous. On rappelle que vous êtes co-dirigeant de Picture. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Certains entrepreneurs se lancent dans des paris un peu fous, relancer une marque, une firme, une société. Fusalp était un temps désuet et est aujourd'hui une marque premium de la montagne. Cette marque qui a connu le pire connaît aujourd'hui le meilleur. Notre invité est évidemment Alexandre Fauvet, le co-dirigeant ou le dirigeant plutôt de Fusalp. Alexandre Fauvet, bonjour. Bonjour. Alors effectivement, pourquoi Fusalp? Parce que vous êtes dirigeant de Fusalp et actionnaire également de Fusalp. Pourquoi avoir cru à cette marque Fusalp et l'avoir relancée en 2014? Pour nous, c'est une histoire d'amour. C'est une marque qui nous a accompagnés dans notre jeunesse. On a la prétention de croire que c'est une marque mythique en fait, du ski français, mais aussi du sport, et même du sport mondial, puisque c'est une marque qui, à un moment donné de son histoire, a été leader mondial dans son activité, dans son business, qui est évidemment le vêtement de ski. Alors, tout a démarré en 1952 à la base. Fusalp, ça faisait rêver dans les années 60-70. Tout à fait, oui. Donc, alors l'histoire, c'est la suivante, hein, en quelques mots. C'est une famille de tailleurs basée à Annecy et qui va développer donc, les fuseaux, les premiers fuseaux techniques d'après-guerre en s'appuyant sur leur savoir-faire de couturier, de tailleur. Donc ça, c'est évidemment ce qui a donné le nom à Fusalp, Fuseaux des Alpes. On est donc dans les années 50. Et puis par extension, développement des premiers anoraks. Et puis une innovation majeure qui vient un peu plus tard, alors que Fusalp accompagne déjà l'équipe de France de ski alpin. Et cette innovation majeure, qu'on a ensuite au fil du temps un petit peu oubliée, c'est l'invention de la première combinaison de ski. C'est donc effectivement Fusalp qui est à l'origine de la combinaison intégrale. Oui, c'est ça. C'est en fait à l'occasion des premiers championnats du monde qui se déroulent en 1966 à Portillo au Chili, ce qui est d'ailleurs assez curieux, à l'initiative d'ailleurs des Français à l'époque. Et là, en l'espèce, donc Fusalp, partenaire de l'équipe de France, et qui va développer avec les skieurs de l'époque, en particulier d'ailleurs Léo Lacroix, une combinaison de ski intégrale dans les souffleries automobiles, pour la recherche évidemment de l'aérodynamisme et de l'ergonomie, qui sera donc ensuite portée par les équipes de France donc, en 66. Et au passage, alors évidemment, un grand talent de cette génération de skieurs exceptionnels, emmenés par évidemment Jean-Claude Killy, les sœurs Guatchel, donc Léo Lacroix évidemment, et plein d'autres, Annie Famoz, etc. Mais ça reste le plus grand exploit d'une équipe nationale à l'occasion des championnats du monde. 2 championnats du monde, tous sports confondus, c'était exceptionnel. 7 médailles d'or sur 8 possibles, 16 médailles en tout sur 24 possibles. Et Fusalp était présent. Après, bon, il y a eu un coup de mou. Fusalp a eu un côté désuet. Et puis finalement, en 2014, Fusalp a été racheté pour relancer l'aventure. Qui l'a racheté et pourquoi? Alors on l'a repris, effectivement, on a repris l'entreprise. Il y a une marque, mais il y a aussi une entreprise. Et c'est très important, et c'était très important pour nous parce que on a beaucoup parlé donc effectivement de cette marque iconique, mais derrière, il y a des savoir-faire, il y a des femmes et des hommes qui ont travaillé. La chance qu'on a eue, c'est qu'en 2014, quand on reprend, donc il y a 5 ans, ils sont toujours là. Il y a des techniciens, il y a des chefs de produits, des gens qui sont là, qui sont fidèles, qui sont passionnés
Et ça, c'est absolument génial, parce que, in fine, et c'est peut-être la raison pour laquelle on a réussi à faire, alors ce que disent les Anglais disent turnaround, mais à remonter l'entreprise rapidement grâce à eux. Il fallait réinjecter peut-être un peu de moyens, évidemment, moyens financiers, ça va de soi, hein, d'envie, une vision, peut-être une nouvelle organisation, et réactiver, revitaliser les savoir-faire de l'entreprise autour du produit. Donc on s'est vraiment concentré sur le produit en s'inspirant des succès de Fusalp dans les années 60, dans les années 70 et jusqu'au début des années 80, quand Fusalp donc accompagnait, une fois de plus, l'équipe de France. Mais quand même sans être désagréable. À côté de Fusalp, il y a d'autres entreprises, d'autres sociétés, d'autres marques qui proposent des très beaux produits avec des qualités, une qualité très haut de gamme également. Pourquoi Fusalp? Il y avait un truc en plus à Fusalp? Je pense qu'il y a un truc en plus chez Fusalp, mais il y a aussi des trucs en plus chez les autres. Hein, voilà. Tout à fait. Et on respecte immensément les marques qui font partie de notre industrie. Et en l'espèce, ce qui est intéressant quand on a repris l'entreprise, c'est qu'on a posé une question très simple. Qui était de savoir pourquoi en fait, et on a posé cette question donc évidemment aux membres et aux collaborateurs de l'entreprise, pourquoi Fusalp avait été leader mondial à un moment de son histoire dans l'univers du vêtement de ski. Et en fait, on a eu 3 éléments de réponse. Le premier élément de réponse, et je vous l'ai dit, en fait, les fondateurs de Fusalp sont des tailleurs. Et donc la coupe, cet esprit couture, ce savoir-faire de couturier est extrêmement important chez Fusalp. Dans l'univers du sport, et nous venons de l'univers du sport, donc on sait fabriquer un vêtement, mais il y a toujours des tolérances qui sont importantes. En fait, chez Fusalp, la tolérance, elle est au millimètre, elle n'est pas au centimètre. Et ça, c'est une obsession permanente de la coupe la plus parfaite possible. Ça, c'est le premier savoir-faire, qui est fondamental chez nous. Le deuxième savoir-faire, extrêmement important, aujourd'hui, ce sont des soft shells. Ce sont des matières qui sont des matières des nylons qu'on développe. Et on ne fait pas seulement acheter en fait, de la matière à des faiseurs, on va les développer avec eux. Les meilleurs nylons qui sont aujourd'hui au Japon, en Corée, du soft shell ou des laines membranées imperméables qui sont en Suisse, etc. Et ça, c'est en fait comme un chef qui doit faire un plat. Il a besoin d'ingrédients et les meilleurs ingrédients possibles. Et nous, on part de ça. Et c'est très, très, très important. Et le troisième savoir-faire, et je finis, je suis un peu long, pardon, je m'en excuse. Allez-y, allez-y. Mais je finis sur le troisième savoir-faire, il est très important aussi. C'est le style. C'est un je ne sais quoi de design à la française, inspiré, c'est vrai, des courants de mode, du luxe, etc. Et qu'on retrouve, qu'on essaie de retrouver parce qu'il y a un style Fusalp. Il y a une écriture Fusalp. Il y a une silhouette Fusalp qui est dessinée par nos designers et par notre directrice artistique. Il y a une élégance à la française avec Fusalp, c'est ça ce que vous nous dites? Exact, qu'on a envie de cultiver. C'est fondamental. Ces 3 éléments font que vous vous êtes tourné vers une montée en gamme des produits Fusalp, ce côté très premium en fait. Oui, parce que on a d'abord, aujourd'hui on utilise de belles matières, de très belles matières. On aime le beau. Et en fait, cette montée en gamme, elle s'est faite complètement naturellement parce que de toute façon, Fusalp, il y a 30 ans, c'était une marque qui était une marque de très grande qualité et qui était chère. Parce que malheureusement, quand il y a de la qualité, eh bien, il y a un prix en face. Alors, après, nous, ce qu'on dit aussi beaucoup, c'est que le prix, c'est aussi une notion relative. Parce qu'il y a une chose sur laquelle on travaille et qui est fondamentale pour nous, c'est la fonction. Et ce sont aussi les occasions de porter. Donc, évidemment, la qualité, c'est quoi? C'est des occasions de porter, nombreuses, porter un produit le plus souvent possible, et donc pas seulement ici, dans ce cadre merveilleux de la montagne, pour faire du ski, à Megève en l'espèce, par exemple, mais aussi en ville. Et c'est tout aussi l'histoire de Fusalp, qui n'a pas démarré avec nous. Ça a même démarré dans les années 70, où on a été chercher dans les archives et vu que Fusalp, parce qu'une fois de plus, c'était cette histoire de tailleur et de couturier, avait commencé à s'échapper un peu. Voilà. Mais en gardant toujours la même base, toujours le même savoir-faire. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, des occasions de porter, et évidemment, dans la durée. La durabilité, c'est quelque chose de très important pour nous. Aujourd'hui, on croise des gens dans la rue qui portent des Fusalp qui ont 30 ans.
Des anoraks de 30 ans, c'est génial. Ou des fuseaux même. Ça veut dire qu'en ville, effectivement, on peut porter du Fusalp parce qu'il y a un style très urbain à Fusalp. On essaie de faire converger les styles, c'est vrai. Et ça rend peut-être aussi la marque un petit peu singulière de ce point de vue-là, c'est vrai. Alors parlons maintenant de stratégie, si vous le voulez bien. Comment vous avez relancé cette marque stratégiquement en termes de développement commercial et si on parle d'économie, vous êtes parti sur relancer des petits magasins dans des grandes stations. Vous avez fait quel choix? Déjà, il fallait qu'on rencontre notre public de nouveau. Donc on s'est concentré dans un premier temps sur le marché français parce que c'est évidemment notre marché naturel. Et puis c'est vrai qu'il a fallu revoir complètement la distribution. Et ça, c'est un chantier qui est lourd, qui est important, évidemment, quand on reprend une marque qui se repositionne. Et assez vite, voire très vite, on a voulu ouvrir nos propres boutiques pour justement rencontrer ce public. Quelque part, tester aussi nos produits, notre première collection. Et on est... En fait, quand on a repris Fusalp, la situation économique était pas forcément très favorable. Il y avait beaucoup de partenaires commerciaux qui avaient des difficultés parce que les hivers étaient doux. Et donc, on a décidé d'ouvrir nos premières boutiques plus tôt que prévu parce qu'il fallait peut-être quelque part forcer le destin. Donc là, on a pris un risque. On a pris un risque majeur. Et notamment parce que la première boutique qu'on a ouverte, on l'a ouverte en plein cœur de Paris. Ah ouais, pas à la montagne. Alors, on a ouvert dans la foulée en montagne, effectivement. On en a ouvert 2 en montagne, une en France à Courchevel et puis l'autre en Suisse à Verbier. Mais cette première boutique, qui était une boutique en fait étendard, qui est là aujourd'hui toujours évidemment en place, et qui est l'une de nos meilleures boutiques d'ailleurs, c'était aussi pour nous une vitrine. C'était aussi l'occasion de montrer la montagne à Paris. C'était aussi l'occasion de montrer ou remontrer de nouveau la marque auprès d'une population étrangère. Parce qu'il ne faut pas oublier que, et c'est ça la chance aussi d'être français, de diriger des marques françaises, c'est qu'on est une terre de tourisme. Et ça, c'est absolument génial. Donc, on a un plan de développement international qui est très fort, mais en fait, notre plan de développement international, on l'a commencé où? On l'a commencé ici, en France. Donc, reconquérir les clients en maîtrisant à nouveau la distribution. C'est un peu ça la clé quand même du succès. Ah, tout à fait. Et la suite, du coup, vous êtes associé de temps en temps à des grands noms, à une équipe olympique de ski de Monaco par exemple, et puis vous associez à des personnalités ou pas forcément? Non, on va peut-être pas forcément s'associer à des personnalités comme vous le dites, en dehors d'un ambassadeur qui nous est cher, qui est Antoine Deneria. Avec Antoine, tout de suite, on a d'abord un fit naturel. Antoine, on le sait, dernier champion olympique français de descente. Ça faisait beaucoup de sens pour nous. Et puis moi, je voulais aussi qu'on puisse s'appuyer sur un champion, un grand champion, qui puisse venir, qui puisse nous conseiller, qui puisse rencontrer les gens chez nous, à l'usine, à l'atelier, à Annecy. C'était absolument fondamental pour nous. Donc, et on en est évidemment très très heureux. Et puis le comité olympique monégasque et la fédération de ski monégasque, c'est le retour et c'est aussi fondamental pour nous, c'est le retour à la compétition. En fait, pendant 30 ans, Fusalp, malheureusement, n'a plus fait partie de la compétition de ski alpin en tant qu'équipementier. Et pour nous, c'était fondamental de se reconnecter à l'univers du ski alpin, pas uniquement en faisant des vêtements de ski pour les skieurs que nous sommes, mais aussi pour les grands athlètes, les grands coureurs. Donc après, on reste aujourd'hui une entreprise, alors on a grandi vite, on a triplé nos effectifs en l'espace de 5 ans, on a quasiment quadruplé notre chiffre d'affaires, donc on a grandi très vite, mais on reste une PME. On reste une PME locale, et donc le moyen... Et je voulais absolument qu'on mette un pied aux Jeux Olympiques à Pyeongchang, donc en Corée du Sud l'année dernière. Et puis on s'est entendu merveilleusement bien avec l'équipe monégasque et c'est comme ça que l'histoire est née. Et que ça va peut-être continuer. Ça va continuer, ça bien va sûr. Continuer. Eh ben, très bien, ça va très se bonne développer. Nouvelle. Ça va se développer. Parce qu'il y a aussi derrière, et finalement on vit au rythme de l'olympisme, derrière il y a un énorme challenge pour nous tous, les marques françaises
en particulier, c'est Pékin 2022, c'est la Chine. C'est un nouveau territoire et c'est absolument génial. Et on aura des initiatives très fortes en Chine très prochainement. Merci à vous Alexandre Fauvet, directeur général de Fusalp. Merci Sébastien. Notre mission autour de la mode avec Picture d'un côté et Fusalp de l'autre s'achève. Alors pour revoir cette émission, c'est notre site internet montblanclive.com. N'hésitez pas à réagir également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et puis on se dit évidemment à la semaine prochaine.